Alors notre étude, l'étude HPN eculizumab qu'on a menée, qu'on mène avec le docteur Régis Peffot de la Tour et M. Saucier, donc c'est une étude où on a repris tous les patients traités en France qui ont une HPN et qui ont reçu de l'eculizumab. Et puis on a repris secondairement les patients qui avaient reçu puis arrêté, mais cela, je vous en parlerai une autre fois. Alors les patients à l'heure actuelle, donc ils sont sous eculizumab, on a 136 patients au niveau national, 38 patients qui sont suivis dans le centre de référence à l'hôpital Saint-Louis. Vous voyez qu'il y a une majorité de dames. L'âge médian, bon, ça n'a pas changé, c'est toujours une maladie des patients jeunes. Un âge médian au diagnostic qui est de 33 ans. Vous voyez qu'il y a presque 40% des patients qui avaient un antécédent d'aplasie médulaire au moment où on a diagnostiqué leur HPN, qu'il y a 20% des patients presque qui avaient présenté une thrombose au moment où on leur diagnostique l'HPN, que 35% des patients présentaient des douleurs abdominales au moment où on diagnostique l'HPN, qu'un certain nombre de patients avaient présentaient des infections à répétition, et puis qu'il y a quand même 14% des patients qui arrivent avec une insuffisance rénale. Pourquoi ? Parce que l'hémolyse chronique, et M. Saucier vous en a parlé, ça provoque une libération d'hémoglobine, et le rein n'aime pas du tout l'hémoglobine qui vient s'accumuler dans les tubules rénaux et qui vient finalement au bout d'un certain temps boucher les reins. On dispose du dosage du clonodiagnostic pour presque tous les patients, pour 104 patients sur les 136. Alors quels étaient les résultats biologiques au moment où on a diagnostiqué cette maladie? Alors vous voyez qu'on avait une hémoglobine qui est à 8,9. Je vous rappelle que la norme minimale, c'est il faut pour les femmes vous soyez au-dessus de 12 et pour les hommes au-dessus de 13, donc 8,9, vous voyez que c'est plutôt bas. Les réticulocytes qui sont un marqueur de régénération de la moelle, qui montre que la moelle essaie de refabriquer des globules rouges. Normalement, chez un sujet normal, vous devez en avoir moins de 100 000. Vous voyez que là, les patients atteints d'HPN en ont presque 140 000. Les plaquettes, alors ça, on en a un petit peu parlé. Normalement, les plaquettes, chez un sujet normal, doivent au moins être supérieures à 150. Et là, vous voyez qu'on est à 130. Donc, il y a une thrombopénie chez les patients qui sont atteints d'HPN. Et pas forcément uniquement ceux qui ont la forme aplasique. Par contre, les polynucléaires neutrophiles, vous voyez qu'au diagnostic, ils sont normaux. Alors ça, ce sont des moyennes, donc ils sont normaux en moyenne. Les LDH sont par contre très élevés. La norme pour les LDH, ça doit être normalement inférieur à 500. Vous voyez que c'est un marqueur donc d'hémolyse et de thrombose. Vous voyez que c'est multiplié par 5. On a regardé un petit peu les transfusions, combien de fois il fallait transfuser les patients atteints d'HPN. Vous voyez qu'en moyenne, dans l'année, ils reçoivent 8 concentrés érythrocytaires. Alors, on va appeler ça culot globulaire, concentré érythrocytaire, poche de globules rouges. 8 dans l'année, avant eculizumab. Et puis, on met ces patients, vous recevez l'eculizumab. Et là, alors, quelles étaient les caractéristiques au moment, pendant cette période, ce laps de temps, où il y a eu le diagnostic d'HPN, et puis au moment où on va mettre l'eculizumab, il y avait 56 patients qui présentaient une aplasie sur les 136, 44 qui avaient thrombosé. Donc il y avait eu des thromboses entre le moment du diagnostic et la mise sous Soliris. 48 patients avec des douleurs abdominales, 16 patients présentaient des infections, et puis le nombre d'insuffisances rénales n'avait pas bougé. Voilà, donc ça pour vous montrer quelles étaient les indications principales de mise sous Soliris, essentiellement l'hémolyse, les transfusions répétitives, également un certain nombre de patients, presque 40% qui avaient des douleurs abdominales, plus de 30% qui présentaient des thromboses, qui avaient un antécédent de thrombose, l'insuffisance rénale, je vous l'ai dit, à 14%, et puis bien sûr la fatigue, que ça vous connaissez bien. Et alors qu'est-ce qu'on obtient comme réponse après le traitement par eculizumab? Eh bien, je vous laisse voir les résultats qui sont très bon, puisque la bonne réponse, c'est donc, si on prend en compte le paramètre hémoglobine et le paramètre transfusion, vous voyez qu'on a on a 45% de réponses complètes, qu'on peut ajouter aux 39% de bonnes réponses partielles. Les bonnes réponses partielles ne sont plus transfusées, c'est juste que leur moelle n'arrive pas à reproduire suffisamment de globules pour qu'ils passent au-dessus de 11 grammes d'hémoglobine, et puis qu'il y a encore un petit peu d'hémolyse. Donc vous voyez, une excellente réponse, encore quand même
7% de patients en mauvaise réponse partielle, c'est-à-dire que leur rythme, qu'ils ont conservé un rythme transfusionnel, mais qu'on a quand même réussi à diminuer de 50%. Et puis, malheureusement, il nous reste quand même 9% des patients chez lesquels on n'observe pas de réponse. Et puis, quand même, pour revenir sur des paramètres importants, donc le suivi qu'on a dans cette étude depuis le diagnostic, c'est quand même 6 ans. Je peux vous dire que le suivi médian, à partir du moment où on injecte le Soliris, c'est à 4 ans. On a 4 ans de recul sur les injections. La survie, vous voyez, qui est quand même extraordinaire, qui est de 99,2%. Donc, ce que je vous disais, on rattrape la survie de la population générale. 6 patients sur le territoire national ont quand même présenté une thrombose après les injections de Soliris. Vous voyez, sur 136, on a 4,5% de thrombose après injection de Soliris. Et les douleurs abdominales, vous vous souvenez qu'on était à plus de 30% et on chute à 8,2% sur le territoire national. Donc quand même sur les principaux paramètres. Et puis le paramètre important, parce que ça vous cause un certain nombre de soucis, parce qu'il faut venir à l'hôpital, il faut se faire transfuser. Vous voyez qu'on effondre de plus de la moitié le rythme transfusionnel, puisqu'on passe de plus de 8 concentrés érythrocytaires par an à moins de 4, à 3,5 à peu près. Donc une efficacité tant sur les paramètres cliniques de survie, de thrombose, de douleur abdominale, que sur les paramètres transfusionnels. Le paramètre de l'hémoglobine, je vous rappelle qu'il était à 8 avant traitement et qu'on arrive à récupérer en moyenne sur les 136 patients nationaux une hémoglobine supérieure à 11, et puis un taux de réticulocytes, donc ce marqueur d'hémolyse, qui tend à se normaliser puisque on passe de plus de 2000 à 160. Non, excusez-moi, on passait de 200 à 160, donc on fait diminuer ce paramètre aussi. Alors en conclusion, ça confirme le résultat des études britanniques, de ces essais qui montraient qu'on avait une amélioration de ces paramètres transfusionnels, de ces paramètres de survie sur un beaucoup plus grand nombre de patients. On a une efficacité sur tous nos paramètres cliniques, sur la thrombose, sur la survie, sur les douleurs abdominales, sur la fatigue. On diminue, voilà, je vous l'ai dit, le risque thrombotique. On a 99% de patients en vie sur le territoire national. Et puis, alors, quelles sont les perspectives futures ? Eh bien, je vous l'ai dit, il y a quand même 9% de patients qui ne répondent pas. Alors, il va falloir qu'on arrive à trouver quels sont les facteurs qui peuvent expliquer une réponse insuffisante ou une mauvaise réponse chez ces patients. Ça, c'est du domaine de la recherche. À l'heure actuelle, on commence à avoir quelques pistes.